Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'intégration de ce design, donc du design de la playlist. Euh, donc voilà, ça c'est le screen playlist. Mais aussi, j'aimerais bien faire le screen search result qui en soi ressemble à peu près au screen playlist. Voilà, on va commencer un truc assez simple, statique. On va intégrer ça dans notre web app. Et voilà, et je vous tiens au courant, quoi. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je voudrais faire un petit point avec vous sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, quelles décisions on a décidé de prendre, etc. Alors, du coup, j'ai clean un peu le projet, donc au niveau des composants de la room. Donc, j'ai tout clusterisé en composants pour que le component room soit clair. Maintenant, il est composé de appbar. Ensuite, il est composé du coup de son contenu avec le search input, le player qu'on va devoir afficher en conditionnel. Donc, si l'utilisateur est hôte, on affiche le player. S'il n'est pas hôte, il n'y a pas de player. Et ensuite, soit on affiche la search list en fonction de s'il y a il y a une recherche en cours, soit on affiche la playlist. Et ensuite, il y a le floating action button. Donc ça permet vraiment d'y voir très clair, tout est bien organisé, on peut lire en fait le composant à voix haute, c'est limite du langage naturel finalement. Voilà, il y a une gestion. Donc avec le search input, il va y avoir un callback qui me permet de récupérer la valeur rentrée dans le search input du composant pour l'avoir ici dans le room component. Et ensuite, j'utilise la valeur de ce search pour l'envoyer dans le search list. Et donc là, par exemple, du coup, si je rentre n'importe quoi, hop, on voit que la transmission se fait bien et qu'on va pouvoir commencer la recherche avec l'input en question.
Donc voilà, c'était pour montrer un peu que on avait un peu tout rangé pour y voir plus clair et pour que ce soit plus organisé, pour qu'on se sente mieux dans notre travail, hein. C'est très important, restez propre quand vous pouvez. Mais vaut mieux en fait faire du travail un peu rapide et pas très propre et faire des sessions de clean. Je pense que c'est important parce que faire le travail pas propre, ça permet de passer une première fois sur tout son code et après on peut refactorer en fait. Faire un truc du premier coup très clean, c'est très compliqué. Et donc c'est vraiment à se tirer les cheveux. Vaut mieux éviter en fait. Donc voilà, on continue. Le but, encore une fois, hein, c'est d'avoir une liste de résultats. Alors, ça va être... alors, ouais, il faut peut-être parler de cette problématique. Liste de résultats, on pourrait donc du coup des résultats YouTube, on pourrait utiliser l'API YouTube Data, Data API, qui nous permet en gros, bah voilà, ils en parlent, de faire de la recherche de contenu. Et tout ce qu'on voit direct, c'est que ça a un quota impact. Donc si on fait appel à cette API, ça va en gros augmenter notre quota qu'on a avec notre compte. Donc c'est pas une API publique, hein, c'est une API à laquelle on peut accéder seulement avec un compte de cette API. Et le quota va augmenter de 100 units à chaque fois qu'on fait un call pour la fonction recherche. Et donc je m'étais déjà renseigné et on a le droit à combien de... On a le droit à 100 000, je crois, units. Donc ce qui ferait 1000 recherches possibles. Ou non, on a le droit à 10 000. Il faut que je check ça. Donc voilà. On voit nos quotas... notre limite de quota, et c'est à 10 000 par jour. Donc sachant que le quota pour faire une recherche c'est 100 units, ça veut dire qu'on pourrait faire 100 recherches par jour. Donc on comprend vite que ça sert à rien qu'on utilise cette API parce que 100 recherches, c'est pas grand chose. Donc va falloir scraper. Dans ce cas-là, il faut scraper. Donc le principe du scrapping, c'est de faire la requête comme si... En fait, de faire un robot automatique qui va agir comme un humain, donc qui va par exemple taper youtube.com, qui va faire une recherche et qui va en gros arriver à me renvoyer toute cette liste de résultats, et moi je vais pouvoir exploiter cette liste de résultats. Donc en gros, le scrapper il va envoyer directement cette URL. Là, si je copie cette URL, si je le copie-colle dans mon navigateur, hop, j'accède directement à cette liste. Et donc voilà, va falloir faire un petit module de scrapping qui nous permet de bypass l'API. Donc c'est illégal, hein, tout simplement, c'est illégal. Mais je suis désolé, c'est tellement nul d'avoir que 100 recherches possibles par jour. Enfin bref. Donc va falloir faire un petit module de scrapping. Donc je vais faire ça. Hop.
Ok, alors, donc j'ai créé mon petit code serveur pour scraper YouTube. Donc, comment ça fonctionne? En gros, on utilise Cheerio. C'est une librairie qui permet de parser du HTML et après d'utiliser en gros toutes les commandes de jQuery. jQuery, c'est un outil qui permet de naviguer dans le DOM de manière très facile et de pouvoir du coup chercher des trucs qui nous intéressent. Désolé, je suis essoufflé, j'ai monté les escaliers, c'est dramatique. Donc en gros, on lui dit d'aller voir l'élément qui a ces classes-là, parce que en fait, je sais qu'on va chercher cet élément-là, parce que avant, j'ai du coup fait une requête vers YouTube avec un client HTTP non browser. Comme ça, il me donne en fait, il me parse tout le HTML comme ça. Et donc, je peux regarder un peu à la main qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, je vois qu'il y a un container qui a ces classes-là. Et donc, je peux accéder après au titre à l'intérieur de celui-ci. Je peux accéder à l'ID qui est juste un peu avant. Et aussi à l'URL de l'image, de la cover. Donc on sait que ces éléments, du coup, il y en a 20, là comme on le voit, ces éléments correspondent en gros aux items musique. Et après, une fois que on a trouvé tous ces trucs-là, on va les parcourir et on va récupérer un par un les infos qui nous intéressent. Donc le YouTube ID, le thumbnail URL, le music info, les titres et l'artiste. Et après, on push ça dans un tableau et on nous renvoie, et je me renvoie ce tableau-là. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce code-là, je vais pouvoir, en gros, après, dès que je pourrai, parce qu'en ce moment, je peux pas là, parce qu'il fallait que je change de moyen de paiement sur Firebase, etc. Mais je pourrais déployer ce code dans Firebase et je pourrais appeler cette route quand je veux, en fait. En fait, je vais être obligé de déployer ce code au niveau de Firebase parce que je peux pas l'embarquer directement dans le front-end à cause des policies CORS. C'est des règles en fait qui disent que tu ne peux pas faire des appels à des domaines autres que le tien. Donc c'est des règles établies par le browser, donc Google Chrome par exemple. Et donc on va pas pouvoir taper vers YouTube directement côté front-end. Donc je suis obligé de déployer ce code dans un back-end, dans côté serveur. Donc on va le déployer sur Firebase. Voilà, c'est le principe du serverless. On va pas déployer une instance d'un serveur entier, on va déployer directement du code. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc maintenant je pourrais depuis mon front-end appeler la route en question Firebase en lui donnant du coup en paramètre un résultat de recherche. Et donc par exemple si je mets Justice, hop, il va me retourner toutes les tracks du YouTube avec le search result de Justice. Donc voilà, on voit bien que tout est bien parsé, a priori, c'est pas mal du tout. Et aussi, si on introduit un espace ou voilà, donc David Guetta, hop, il va nous renvoyer. En l'occurrence, ça c'est pas bon, mais on pourra faire du cleaning, du nettoyage côté front-end. Mais voilà, ça ressort des David Guetta, quoi. On va pouvoir partir de là.